Donc, c'est un message que je voulais vous présenter. Donc, à la fin de Wala Hogué, j'ai dit attaquer. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est vous donner un aperçu de l'IA. Les slides sont en anglais, mais je vais parler en français, bien entendu. Donc, en particulier, je vais donner juste l'historique, l'aspect, comment ça marche, en gros, les ressources, surtout les ressources, parce que c'est ça qui importe pour les gens qui veulent s'y mettre. Et un petit peu à la fin des implications pour la langue capitale. D'accord. La vague de l'IA. Donc, au début de l'IA, donc, enfin, il y a eu une période dans les années 90 et les années 2000 où on utilisait le mot data mining, donc l'exploitation des données, l'extrait d'informations des données. D'accord. Par exemple, il y a des méthodes qui permettaient de faire de clustering, de grouper des choses, etc. C'est une méthode très simple, on a les données, et on essaie de sortir de l'information. Vous voyez par exemple ici un exemple sur lequel on a travaillé il y a quelques années. Vous avez une théière et on prend une photo à 1 degré d'orientation à chaque fois. Donc la théière tourne et on prend une photo à tout degré. Il y a donc 180 photos. On les jette comme ça de manière désorganisée et on demande au système de le projeter à deux dimensions. Et comme par hasard, il donne exactement des photos dans l'ordre. Il y a un des degrés. Degré 0, degré 1, etc. C'est quand même assez extraordinaire. Il y a donc derrière une sorte de variété qui est cachée, qu'on découvre avec l'IA. Donc c'est ce genre de méthode qu'il y avait à l'époque. D'accord. Et en fait, après, ça a évolué de manière différente. Vous voyez ici, par exemple, en fait, ce qu'on appelle donc les bords principales du progrès. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. À partir de 2006, les gens ont découvert qu'il y a les réseaux de neurones marchent très bien quand il y a beaucoup de niveaux. Donc les deep neural network, on va avoir des réseaux de neurones à profondeur marchent bien. Première découverte intéressante. Ensuite, il y a eu l'apport du logiciel, du hardware, donc du matériel, la GPU, ont vraiment contribué énormément au progrès. Ensuite, en 2012, il y a eu cette AlexNet, donc c'était une compétition qui a lieu chaque année, donc qui s'appelle ImageNet. Donc c'est des compétitions pour reconnaître des images. Et il y a des progrès très lents au départ, et brusquement, en 2012, AlexNet a fait un progrès énorme, en utilisant justement des GPU et des réseaux de neurones. Les gens commençaient à s'intéresser. En particulier, NVIDIA a dit « Ah, il y a une opportunité maintenant de vendre des puces GPU », et ils ont exploité ça, et ça a commencé à faire, vraiment, ça a commencé un petit peu à se répandre. Il y a eu une découverte importante en 2017, le transformateur. Et là, c'est une chose assez extraordinaire parce que l'article qui est apparu, en fait, il n'a pas été, les gens n'ont pas fait attention. Et c'était un article quelconque. Et d'un seul coup, les gens se sont rendus compte que ça marchait assez bien. C'était une découverte qui les a surpris, en fait. Ils étaient très surpris de la performance de ce système de transformateur. Et ça a commencé un petit peu à changer à partir de ce moment-là. C'est là que ça a commencé vraiment la nouvelle phase de l'exploitation des LLM, etc. Ça a commencé à cette période-là. Donc maintenant, on parle de l'IGR, AGI. J'en parlerai un petit peu dans un petit moment. Donc voici les grandes les parties de l'IA. Vous avez les méthodes anciennes dont je parlais tout à l'heure, là. Donc utiliser juste les données pour extraire de l'information. Vous avez les deep learning, donc avec les réseaux de neurones. Et vous avez l'informatique générative, donc l'IA générative, qui génère des données, qui génère, par exemple, on parlait de créer des mots en kabyle, par exemple. Ça peut être une façon de faire, parce que c'est des choses qui n'existent pas, on les crée. Vous avez une donnée, vous créez quelque chose avec. Vous donnez des images,
Créez-moi une image à partir de ces images-là, une image qui n'existe pas. Donc vous avez une photo, vous avez créé une photo d'un être humain qui n'existe pas, mais avec des images qui sont dans nos données. Ça peut être utilisé par exemple pour notre cause. Donc, ça c'est juste pour vous dire les aspects, ce qui a fait évoluer l'IA, c'est donc le hardware, comme j'ai dit tout à l'heure, les méthodes et la disponibilité des données. C'est trois trucs principaux qui ont fait avancer l'IA. Alors l'IA a fait des progrès absolument extraordinaires dans les années, et c'est les synergies dont j'en ai parlé ici, donc les méthodes, le fait que c'est un domaine très ouvert, il y a beaucoup de gens qui participent, tout le monde maintenant fait de l'IA, donc ça c'est important, ça fait une masse énorme de gens qui participent. Et donc le fait que tout le monde dirige vers la même chose en gros. Donc aujourd'hui, vous pouvez résoudre des problèmes par exemple des exercices que vous donnez à des étudiants, des examens, avec l'IA. Ça peut se faire, ça perturbe un peu ce qu'on fait nous dans l'enseignement. On ne peut plus faire comme avant. Donc vous pouvez faire le travail d'un docteur. Vous avez ici un graphe qui montre quelque chose qui m'a vraiment surpris. Ça c'était dans la source, c'est donc le IA Index Report, chaque année il y a un rapport qui sort, qui parle du progrès de l'IA, c'est celui de 2025. Là vous avez le diagnostic fait par un docteur, de manière traditionnelle, donc utilisant les méthodes habituelles. Là c'est un docteur qui utilise les méthodes d'IA, et ça c'est l'IA toute seule. Et la performance est nettement meilleure que les autres. Donc le diagnostic, maintenant, l'IA fait mieux que les êtres humains. C'est extraordinaire. Et ça, d'ailleurs, c'est pas nouveau. Hein. Je me rappelle, j'étais étonné par quelque chose de ce genre-là. IBM avait fait ça il y a au moins une dizaine d'années. Ils avaient un système plus compliqué, qui n'était pas basé sur ce qu'on fait maintenant, mais ils arrivaient à faire des choses comme ça. Il y a une référence très intéressante que j'ai bien aimée, un livre de Aschenbrenner. Donc, il parle de ce qu'on appelle Situation Awareness. Et il a un argument assez intéressant qui dit qu'on va arriver à ce qu'on appelle l'AGI dans quelques années. Donc je vais regarder, je vais vous dire un peu ce que c'est tout à l'heure. Donc là vous avez une chose intéressante, c'est la médaille d'or en mathématiques en juillet 2025. L'IA toute seule a gagné la médaille d'or. Bon, ils ne sont pas encore, ce qu'ils disent d'ailleurs, ils ne sont pas arrivés à battre l'être humain, mais c'est déjà un pas énorme. C'était prévu qu'ils allaient gagner la médaille d'or dans 15 années plus tard, et c'est arrivé là. D'accord. L'IA a progressé de manière extraordinaire. Ça a pris 13 ans pour l'Internet de gagner 800 millions d'utilisateurs. Ça a pris exactement 2 ans pour l'IA pour faire la même chose, pour ChatGPT. L'adoption est extrêmement rapide. Alors, quand on parle d'AGI, c'est en fait simplement tout ce qu'un être humain peut faire. Donc, par exemple, un ingénieur, travail d'un ingénieur, travail d'un médecin, ça pourrait être remplacé par un ordinateur, donc le travail d'un ordinateur, le travail de l'IA, d'accord. Et on peut, par exemple, pour des maths, on peut raisonner, on peut créer des données, etc. Ce qui vient après, en utilisant l'AGI, c'est ce qu'on appelle superintelligence, donc l'intelligence, la superintelligence, et c'est basé sur l'AGI, donc on peut imaginer qu'il va y avoir une progression extrêmement rapide qui est due à la première phase, et ça va donc accélérer le progrès de manière extraordinaire, et ça fait peur, parce que quand le progrès est très rapide comme ça, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut y avoir vraiment beaucoup de bonnes choses qui se passent, mais il peut y avoir aussi des choses désastreuses. D'accord. Donc ça c'est l'extrait de ce qu'il disait Aschenbrenner. AGI vers les années 2027 est tout à fait possible. Et donc il a dit que c'est passé de ChatGPT 2 à GPT-4. Donc c'est preschool, l'école maternelle, à un niveau comment on appelle, high school, donc au niveau du lycée. C'est le passage de l'école maternelle à un lycée en 4 ans. C'est ce qui s'est passé. Hein.
Il dit que si on a 4 années de plus de ce genre de progrès, on va facilement arriver à ce qu'il appelle AGI, d'accord? Et il a dit un argument très bien fait, hein, c'est assez convaincant quand on lit ça. Donc, alors sa prévision c'est 2027 à peu près, d'après le graphe. Donc ça c'est un graphe que j'ai pris de l'article et que j'ai modifié. Donc voilà les 4 années dont je parlais, donc la GP2 à GP4. Oui, c'est ça. Et de là, maintenant, si vous avez dit 4 ans, on va se retrouver à peu près par là. Et lui, il prévoit agir par ici. Donc on est à peu près dans un an, dans 2 ans, on y arrivera. Bon, ça, on commence à avoir des choses d'ailleurs qui vraiment ressemblent à ça. J'ai vu un article récemment où il y a eu une découverte importante en physique qui a été faite beaucoup, enfin presque entièrement grâce à l'IA. Des choses qui sont en train d'arriver petit à petit. J'aime bien faire la comparaison avec le progrès qu'il y a eu dans les microélectroniques, donc les fabrications des puces électroniques. Là. Vous connaissez probablement la loi de Moore, qui disait que le nombre de transistors qu'on place dans une puce double tous les 2 ans. Hein, ça a été une prévision qui a été faite par Moore, qui était à l'époque un des fondateurs de Intel, d'ailleurs je crois que c'était Intel, oui. Il y a très longtemps, et ça a marché pendant des années. Hein, c'était aussi donc, le graphe qui montrait ça. Vous voyez les chips là. C'est linéaire parce que c'est log-log. Mais ça s'est arrêté à un moment donné parce qu'on a rencontré les barrières de la physique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'IA? C'est un peu... c'est difficile de faire des comparaisons, mais j'ai trouvé une façon de faire, c'est de compter le nombre de paramètres. Alors regardez ici, on passe de GPT 1, 2, 3 et 4, le nombre de paramètres qu'il y a, on passe de 177 millions à 1,7 donc tera, donc c'est des milliers de milliards de paramètres, d'accord? Et ça veut dire en fait c'est un doublement du nombre de paramètres à peu près tous les 4,5 mois, tous les 4,6 mois. Hein, c'est une comparaison qui est assez simplistique, hein, mais c'est pour vous dire un peu que c'est une progression extrêmement rapide. Mais il y a une difficulté. Le graphe suivant va vous montrer ça. Ça, vous avez ici tous les modèles récents. Et il y a une barrière à la fin, là, qui est ressemblable à la barrière qu'on avait rencontrée avec les puces électroniques, les puces. C'est que, bon, l'autre c'était dû à la physique, mais là c'est dû simplement au fait que le nombre de paramètres est lié au nombre de données. On ne peut pas utiliser des milliers de fois plus. Il y a un ratio qu'il faut avoir, et les données, bon, c'est limité. Donc il y a une progression qui est due à ça, c'est ce qu'on appelle donc les data walls, le mur des données. Et vous voyez que là, on arrive maintenant, enfin en gros c'est des téra. Le nombre de paramètres est des téraoctets, quoi. Voilà. D'autres facteurs qui sont importants, c'est le fait que donc quand on parle de hardware, c'est très compétitif, c'est très fermé. L'IA est pratiquement ouverte. Enfin, il y a maintenant des modèles commencent à être de plus en plus fermés. Mais au départ, c'est vraiment ouvert. Et une participation extraordinaire qui a lieu. Et j'aime bien ce livre qui est sorti il y a quelques années à propos de Linux, le bazar et le cathédrale. Donc l'IA, c'est un petit peu le modèle du bazar. Tout le monde participe, tout le monde contribue, etc. Et donc il y a le problème de la containment, donc le fait de contenir le progrès. Vous savez récemment avec ce qui s'est passé avec Ethos, là, le modèle qui est sorti comment on appelle ça, la compagnie qui a sorti Ethos. Oui. Donc ils ont eu des problèmes parce que c'était très dangereux ce qu'ils faisaient. Parce que si les gens avaient accès à ça, ils pouvaient faire des intrusions un peu partout, c'était très dangereux. Voilà. Donc je vais parler un petit peu maintenant des composantes des LLM, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai parlé enfin jusqu'à avant, il y avait énormément
le travail qui était autour des réseaux de neurones, mais avec des méthodes plutôt les RNN, etc. Et c'était surtout centralisé sur les données, par exemple, des genres images. Hein. Tout ça, il y a eu beaucoup de travail sur les reconnaissances d'images, etc. Le papier de Transformers qui était sorti en 2017 était différent. C'était vraiment visé sur les langages, les modèles de langage. Voilà. Donc, je vais te parler maintenant un petit peu comment ça marche, en gros. Vous avez une suite donc, c'est des tokens, donc c'est des mots qui sont transformés en tokens, c'est-à-dire des jetons, en fait, c'est des numéros qui sont associés. Donc, vous avez un vocabulaire, et chaque mot va être associé à un numéro donc, dans le vocabulaire. Et il rentre dans ce qu'on appelle donc, ce transformateur-là, et il est transformé avec donc, en vecteurs. Vous savez, c'est ça qui est intéressant, c'est que une fois que ça rentre là-dedans, c'est des maths. Jusqu'ici, c'était juste des mots, et là, c'est simplement de l'algèbre binaire, ou des statistiques d'algèbre binaire, d'optimisation, etc. Vous avez c'est transformé immédiatement en vecteur. Le vecteur est transformé, et à la fin, vous sortez à la fin des probabilités pour que le mot, c'était un vecteur de probabilité, donc en gros, pour que le mot soit disons, les probabilités pour que le mot soit le suivant, d'accord, dans le vocabulaire. Là, par exemple, que vous ayez ici, il y a une probabilité très petite que ce soit le premier mot, un peu plus grand que le deuxième mot, etc. Donc ici, ça va être tous les... ces probabilités sont associées aux mots qui sont là. Donc c'est ça qui se passe. Et ça, c'est l'entraînement. Donc cette partie-là, c'est l'entraînement. L'entraînement va consister, en fait, à trouver des paramètres dans cette boîte-là, qui est compliquée. Cette boîte-là a des paramètres. Et on va optimiser le système pour que il y a une bonne correspondance entre les... en fait, la suite, ce qu'il y a là, c'est une phrase, par exemple. Vous allez avoir il faut que cette probabilité soit bonne pour prédire que le mot suivant de celui-ci, c'est celui-ci. Donc c'est ça qui va se passer. Dans la génération, on utilise les mêmes paramètres qui sont là pour générer des tokens. Donc vous allez avoir une suite de mots et vous dites quel est le mot suivant et vous sortez grâce aux paramètres que vous avez déjà optimisés, vous avez trouvé le token et vous le réinjectez. Et là, vous continuez à donner donc réinjecter dans la suite et là vous allez avoir donc, le mot suivant et ainsi de suite. En gros, c'est comme ça que ça marche. Donc là, vous avez le transformateur original qui est là, donc, qui est composé de deux boîtes, on appelle un encodeur et un décodeur. Maintenant, il y a beaucoup moins d'architecture de ce genre-là, c'est surtout comme ça que ça se passe. Il y a une seule boîte, donc on appelle uniquement décodeur, d'accord. Et des boîtes qui sont là, ce sont des boîtes, donc vous avez beaucoup de répétitions, beaucoup de niveaux qui vont avoir lieu là. Et vous allez trouver des choses qu'on reconnaît, la FFN, c'est le Fast Forward Network, et attention, il y a deux choses qui sont importantes, qui constituent en fait les noyaux principaux de ces réseaux, et j'en parle un petit peu ici. Donc voilà, en gros, comment ça marche. Donc vous avez par exemple une suite de mots, hein, vous allez la tokeniser, vous allez avoir une suite de jetons. Ensuite, vous allez faire un embedding, donc vous allez plonger ça en des vecteurs, vous allez avoir chaque mot va avoir une ligne de cette matrice-là, et ça va être transformé, et ça va donner les probabilités dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est la façon dont ça se passe. Donc voilà maintenant ce qui se passe dans l'attention. Alors ça, c'était un petit peu, ça commence à devenir un peu technique, donc je passe rapidement. Vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle le niveau de l'attention, donc la couche d'attention. Vous passez une donnée, et là vous avez des paramètres qui sont à calculer, à entraîner. Et c'est toujours composé comme ça, il y a trois, les clés, enfin ce qu'on appelle query, key et value. Donc, c'est des terminologies qui ont été adoptées des bases de données.
Mais ça perd le sens des bases de données après. Hein. C'est juste la terminologie qui a été adoptée. Et on crée des matrices comme ça, et on crée des probabilités associées à ça, et on passe à la couche suivante. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver des paramètres, les paramètres optimaux qui sont là, les W, etc. Il y a un autre type de boîte qui est importante, c'est celle des FFN, Feed Forward Network. Et là, c'est simplement un passage. Ça va représenter, disons, une ligne de votre donc ce qu'on appelle des features. Donc et ça va être transformé avec des paramètres. L'année suivante, et vous continuez comme ça. Vous avez plusieurs niveaux de ce genre-là. Ça, c'est donc au départ, c'était ce genre de choses qui ont été utilisées. Tout à fait au départ de l'IA, on utilisait des réseaux de neurones de ce genre-là, uniquement, par exemple, pour reconnaître des images, par exemple. Là, c'était utilisé séparément. Maintenant, c'est utilisé comme boîte dans un transformateur. Donc, c'était pour vous dire un petit peu qu'en fait, il y a deux boîtes importantes. Après, il y a d'autres choses qui se passent. Il y a des normalisations. C'est vraiment mettre ensemble des petits bouts disons, techniques qu'on a apprises, on les a mis ensemble. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir. Vous avez des articles maintenant qui se publient dans ce domaine-là. C'est incroyable les combinaisons de choses que les gens font. Hein. Donc, il y en a de plus en plus. Comme il y a énormément de gens qui participent, c'est très difficile de se retrouver. Vous faites quelque chose, 2 jours après, il y a quelqu'un qui a fait la même chose, qui a eu l'idée de faire la même chose que vous. Ou alors c'est très dynamique en gros. Je vais parler un petit peu du hardware parce que c'est important. Et en fait, c'était la raison pour laquelle j'ai fait cet exposé, c'est parce que les gens de AAG ont fait cet exposé dans le cadre de ce qu'ils appellent Club Énergie. Donc c'est des groupes qui animent donc la recherche autour du thème de l'énergie. Ils étaient intéressés de savoir comment on peut faire pour optimiser en gros l'énergie en Algérie. Ce que je disais là, c'était qu'il y avait un aspect aussi énergie à l'IA parce qu'il y a une demande énorme d'énergie. Donc, alors, le progrès des GPU, c'était intéressant parce que j'ai vu ça depuis le début, quand ils ont commencé à faire. C'était fait pour, évidemment, les GPU étaient utilisés pour les jeux. Hein, d'accord, donc il y avait des boîtes qui étaient très bien faites d'ailleurs, de gens qui avaient des Silicon Graphics avait une très bonne machine, mais ils n'ont pas capitalisé sur ça. Via NVIDIA, ils disaient, je vais en faire concurrence. Ils avaient commencé à faire des GPU qui étaient assez performantes, mais ça n'a pas bien réussi, parce qu'il y avait des concurrences à l'époque. Mais tout de suite après, ils ont eu l'idée d'utiliser ça pour autre chose, pour le calcul scientifique. Donc on va mettre des GPU pour le calcul scientifique, on va les adapter pour faire des calculs scientifiques. Ils demandaient non pour le calcul scientifique, mais les gros calculateurs sont très chers, donc on n'aura pas accès facilement. Vous pouvez avoir une boîte comme ça qui coûte $10 000, qui a la même performance qu'un ordinateur créé qui coûtait des millions de dollars. Donc c'était là qu'ils avaient capitalisé sur ça. Il fallait faire un effort de logiciel parce que c'était pas facile à utiliser autrement. Ils ont inventé ce qu'on appelle CUDA, et ainsi de suite. Donc c'était en 2006 qu'ils avaient fait tout ça. Et après, ils ont vu en 2012, donc je parlais de ça tout à l'heure, cette possibilité de virer vers l'IA. Hein, donc vous voyez, les jeux, ça n'a pas bien marché. Calcul scientifique, ça avait commencé à marcher, mais c'était limité. Ah, il y a l'IA qui vient de sortir et on vient de voir des performances extraordinaires grâce à nos GPU, donc on va capitaliser sur ça. Ils ont mis énormément d'efforts là-dedans. Là, vous voyez, ça c'est les performances des ImageNet dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez c'était quand même des taux qui n'étaient pas très bons, hein, là, des taux de reconnaissance, ça c'est le nombre d'erreurs, le taux d'erreur. Il est descendu beaucoup d'un seul coup. Hein. Et après, ça a commencé à dégringoler pas mal, et maintenant, on arrive à faire des reconnaissances qui sont meilleures que celles d'êtres humains. Donc, c'était en 2012 qu'il y avait ça. Là, je vais vous donner un petit peu l'historique des puces qu'il y avait. La dernière, c'était Rubin. Alors, c'est pour vous donner une idée. Là, par exemple, vous voyez, je ne sais pas, je pense pas que c'est là. Oui, là. Le nombre de paramètres qu'il y a dans une puce de Blackwell. Donc, Blackwell, c'est le plus récent avant Rubin. D'accord.
Et c'est celle qui a été, par exemple, interdite d'exportation en Chine. On pouvait avoir le Hopper, mais pas le Blackwell. Il y a 208 milliards de paramètres de transistors dedans. D'accord. Donc, vous savez que dans ce cell phone, la puce a quelques dizaines de milliards de paramètres. On ne se rend pas compte, mais c'est incroyable. Et la technologie a avancé de manière extraordinaire. Et donc, avant, je parlais de centaines de millions de paramètres, c'était beaucoup. Maintenant, c'est des dizaines de milliards et c'est banal, c'est dans notre poche. Donc là, c'est 208 milliards de paramètres, de transistors, pardon. Alors là, ça c'est Rubin, donc le dernier. C'était donc, ils passent de ce qu'ils appellent la technologie 4 nano à la technologie 3 nano. Ça ne veut pas dire qu'un transistor à la taille de 3 nano, c'est juste que c'est pour désigner certaines technologies. Mais on arrive à des transistors qui sont de l'ordre de quelques atomes. C'est incroyable. Hein. La taille des transistors, maintenant, c'est de quelques atomes. Et vous voyez aussi ce qu'il y a ici, c'est le gain de performance qui est de 50%, mais avec uniquement une dépense d'énergie de 50%. Pardon, le gain de performance c'est l'inverse. Il y a 50% de gain d'énergie, mais regardez la performance, il y a 5 fois la performance. Donc, en fait, il y a eu ils regardent beaucoup l'aspect énergie par rapport à la performance. Hein. Ils ne veulent pas qu'il y ait qu'on dépense trop d'énergie, ça c'est un problème sérieux. Et ça pose un handicap un petit peu pour les centres de données, etc. Là, ça vous montre un petit peu une courbe qui prédit l'énergie. Il y a un problème en ce moment parce qu'il y a plus les véhicules électriques, plus la cryptocurrency, tout ça fait une demande énorme pour l'énergie. Ça pose un problème. Alors, il faut savoir que c'est plus consomme énormément d'énergie. Donc, ici, je disais qu'il y avait 1,8 kilowatts pour une puce. Donc, ça, c'est l'énergie maximum consommée à un moment donné. 1,8 kilowatts. Alors, ça veut mettre des millions de ce genre de choses. Ça fait une consommation énorme. Alors là, ça vous montre la consommation. Donc, pour entraîner un modèle à l'époque, au début, 2012 par là, et c'est l'équivalent de la consommation d'une maison. Hein, c'est 1 kilowatt, quelque chose comme ça. Et là, vous allez avoir l'équivalent de 25 000 maisons pour entraîner un GP4, par exemple. Hein. C'est énorme, la différence. Alors, si on continue à faire ça, il va y avoir ce moment des problèmes dans les villes où il y a c'est pour ça que les gens ne veulent pas qu'il y ait des centres de données, parce que ça consomme trop d'énergie. Pas seulement l'énergie, d'ailleurs, aussi de l'eau, etc. Et ça pose des problèmes. Il y a des ressources qui ne sont pas disponibles forcément, et ça augmente les prix de l'électricité, etc. Il faut un effort énorme pour produire, pour avoir une bonne performance sans trop consommer d'électricité. Vous voyez ici un gain de 25, un facteur de 25 gains au point de vue performance, avec ça c'est le coût c'est l'énergie. Donc l'énergie pour la même est 20 fois plus petite par rapport à la génération d'avant, hein, pour le même chip en gros. Et ça c'est une statistique que je trouvais intéressante. Vous avez les plus grands. Si vous ordonnez dans le monde les endroits où il y a le plus de centres de données, pas le centre de données, par contre, les calculateurs. Donc si vous regardez le nombre de pays où il y a le plus de H100, c'est l'équivalent de H100, pas forcément des H100, mais l'équivalent de H100. H100, c'est la puce qu'il y avait avant le Blackwell, c'est celle-là. Donc il regarde un équivalent de nombre de H100. Vous avez ici des choses intéressantes. Les États-Unis qui sont en premier, les Émirats. Incroyable. Ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans, énormément d'argent. L'Arabie Saoudite, et ainsi de suite. Vous avez la Chine qui vient
pas mal plus loin, c'est assez étonnant, hein. Je trouve ça vraiment étonnant. Mais si vous regardez par rapport au nombre de clusters, donc par rapport au centre de données, la Chine, elle vient en top, et les États-Unis en deuxième, et ainsi de suite. Alors la Chine s'est rattrapée ici. Le problème qu'ils avaient là, c'est à cause de l'énergie, en fait. C'est intéressant. Si vous regardez l'article, ils disent que le problème qu'ils avaient, c'était qu'ils n'avaient pas assez d'énergie. Et il y avait l'embargo, hein, donc ils ne peuvent pas avoir les chips les plus performants. Et par contre, la Chine a réagi très vite. Et maintenant, ils ont un excédent d'énergie. C'est extraordinaire. Ils ont changé radicalement. Et ils produisent énormément d'énergie avec le solaire, avec les éoliennes, etc. Les énergies renouvelables. C'est extraordinaire comme un problème qui est créé quand on réagit bien, un problème on peut le résoudre facilement. C'est incroyable. Maintenant, ils sont là. Et il ne reste plus qu'à rattraper le retard des chips. Et ça, ils sont en train de le faire. C'est pas si facile. Hein, la technologie des puces est vraiment extrêmement complexe. Mais ils sont en train de faire un chemin vers l'avant. Ils sont en train d'avancer. Donc, je vais parler des ressources. Ça, c'est la partie, je pense, pour les gens qui veulent s'y mettre, la partie la plus intéressante. Il y a des modèles, donc il y a plusieurs types de modèles, et des modèles qui sont complètement fermés, et des modèles qui sont à open weight, c'est-à-dire que vous avez les poids qui sont disponibles, vous allez avoir les données, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les modèles open weight. Et vous voyez par exemple Llama, Qwen, il y a DeepSeek qui est là aussi. Ça, c'est des modèles open weight. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger leurs paramètres, et faites ce que vous voulez après avec. Vous pouvez faire du fine-tuning, vous pouvez raffiner, vous pouvez faire ce que vous voulez après avec. Il y a ce qu'on appelle complètement open source, c'est-à-dire que vous avez les données, les codes, les détails sur les données, enfin je veux dire les paramètres, les codes, les détails sur tout, absolument tout ce que vous voulez. Et il n'y a pas beaucoup de modèles comme ça. Et il y a une difficulté, c'est que pour ces modèles-là, le problème c'est qu'il faut les entraîner, d'accord? Et il faut des ressources. Et donc vous allez avoir par exemple OpenLlama qui est fait par un groupe comme ça indépendant, ils n'ont pas les ressources des Google ou des autres, quoi. C'est pas pareil. Donc il y a une difficulté à ce niveau-là. Voici une courbe que je trouve intéressante, c'est la concurrence entre les modèles fermés et les modèles ouverts. Là, c'est les performances, un benchmark qui est bien connu. Et les gens disent que ce n'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas, ça vaut ce que ça vaut. Et vous allez voir, tout ce qui est vert, c'est des modèles à poids ouvert, d'accord, open weight. Et les autres, c'est des closed source. Donc, c'est complètement fermé. Vous allez, par exemple, avoir ici le GPT Llama 3 qui est là, vous allez avoir le GPT 4 qui est là, et ainsi de suite. Ça, c'est les années. Vous avez vu que ça se rattrape un peu. Hein. Et ça qui est assez intéressant, c'est qu'on n'est pas très très loin derrière. Les modèles qui sont ouverts sont en train de rattraper les autres. DeepSeek est là-dedans, quelque part, voilà, c'est là. Donc il y a cette concurrence entre les modèles complètement fermés et les gens qui font. Il y a des modèles qui sont entre les deux, hein, ce qu'on appelle open weight. Et l'écart entre les deux n'est pas très élevé. Alors, les ressources. Moi, ce que j'ai appris moi-même, parce que mes étudiants, j'ai dit que je ne voulais plus faire de recherche en mathématiques, sans standard. Et j'ai été amené à regarder moi-même ce genre de choses. J'ai trouvé beaucoup de ressources en ligne qui sont vraiment très utiles. Alors, de ce côté-là, vous avez ce que j'appelle le bazar. C'est Hugging Face, c'est tous les modèles, tous les poids dont j'ai parlé, ils sont là. Les codes, des applications, énormément de choses. C'est vraiment tout ce que vous voulez là-dedans. D'accord? Donc là, vous pouvez avoir, par exemple, des poids téléchargés. Vous allez chercher des codes. Est-ce qu'il existe un code pour faire ça? Ah, il est là. Et vous trouvez toute l'information en ligne. C'est incroyable. Là, ce que j'ai appris beaucoup, c'est avec les livres qui sont là. Dive into Deep Learning, c'est un livre qui est en ligne. Hein, il est entièrement en ligne, qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, j'ai vu qu'il est utilisé par quelques universités en Algérie, en particulier Bougie, je crois. C'est un livre entièrement ouvert. C'est vraiment bien fait. Et Bishop, donc je crois que c'est Père et Fils, je ne suis pas sûr. Parce que Bishop avait fait un livre avant sur learning, statistical learning, mais il a adapté ça pour deep learning. Et ces livres-là, qui sont là,
Donc, si je les ai présentés en Algérie, c'est qu'ils sont disponibles. Vous pouvez les avoir gratuitement, en ligne, avec le PDF. D'accord. Kevin Murphy, c'est un bouquin, il y a 2 livres là-dedans qui sont vraiment très complets. D'accord. Et il y a aussi des cours et des tutoriels donc en ligne. Il y en a plein de mini-cours en ligne. Et tous ces links qui sont là, si vous voulez, si je dois afficher l'exposé quelque part, si vous cliquez dessus, il vous donne le lien. Donc ça, c'est cliquable. Voilà. Pour les codes, il y a trois façons de coder en ce moment. Il y a TensorFlow qui est en train de perdre de la vitesse, mais surtout PyTorch qui est utilisé pas mal, et JAX qui est en train de remonter. JAX a été introduit par Google en fait un petit peu pour pallier à la perte qu'ils ont eue avec TensorFlow qui a fini par perdre par rapport à PyTorch. Mais PyTorch est en train de dominer plus ou moins. Donc, maintenant je reviens un petit peu à ce qu'on peut faire pour le Kabyle, avec tout ça. Est-ce que le Kabyle va se perdre? Est-ce qu'il y a un risque? Il y a toujours un risque, bien entendu. Et il y a ce livre qui est intéressant, qui a mis $100 il y a quelques années. Il disait qu'il a lui vu des gens qui étaient la dernière personne qui parlait un certain langage. Vous voyez cette personne-là qui est en train de mourir, et c'est la dernière personne qui a un certain langage. Il part avec lui, part toute une culture. C'est extraordinaire de voir ça, c'est émotionnel. Donc, je pense que le Kabyle, pour l'instant, j'ai regardé dans le truc de Wikipédia, il ne s'est pas classé comme en danger de disparition. Il y a pas, mais ça peut arriver, croyez-moi. Ça peut très bien changer dans les quelques années qui viennent. Donc, on sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est cette seconde quote-là. Il disait que les gens de l'extérieur ne peuvent pas sauver un langage. C'est les gens eux-mêmes qui peuvent sauver. Il faut parler, il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Il faut qu'il y ait des gens qui font des efforts pour le préserver. Voilà. Nelson Mandela a dit que si vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, ça lui va à la tête. Si vous parlez dans sa langue, ça lui va au cœur. Il y a aussi l'histoire de préserver les connaissances. Donc, tout à l'heure, il avait parlé de la médecine traditionnelle, les plantes médicinales. C'est extraordinaire parce que j'ai eu un peu le même message. Tous, on a ici des gens dans la famille qui sont des vieilles personnes qui connaissent certains remèdes, tout ça. Ce serait bien de récolter ce qu'ils font. Ce serait vraiment bien d'essayer d'enregistrer ce qu'ils font parce que une fois que ces personnes-là partent, on n'a plus ces connaissances-là. Parce que c'est pas écrit. C'est des traditions orales. Il faut faire quelque chose pour sauvegarder ces genres de connaissances. Et il y a une chose aussi que j'ai remarqué, autour de moi, il y a des familles d'immigrés, et très très souvent, j'aimerais bien qu'il y ait une statistique formelle là-dessus, très très souvent, leurs enfants se débrouillent très très bien à l'école. Ils sont parmi les premiers. Pourquoi? Je me suis posé la question, j'ai lu un livre de Jared Diamond, il y a quelques années, Le monde jusqu'à hier. Un livre très intéressant à lire. Et il parlait en particulier de cette histoire de culture, de biculture, tout ça, des gens qui parlent plusieurs langages. Il disait que quand on est petit là et qu'on a 2-3 langages dans la famille, on passe d'un langage à l'autre, il faut que le cerveau switch immédiatement, rapidement. Il faut qu'il y ait un cerveau qui soit flexible. Et ça aide le cerveau, ça aide énormément. La connexion. Ben oui, ça fait travailler le cerveau. C'est vraiment une chose qui m'a frappé. Il disait aussi, au fait, c'est pas uniquement pour les jeunes, c'est aussi pour les vieux. Il disait que ça retarde l'Alzheimer dans quelques années. C'était intéressant de voir ça. Donc c'est intéressant d'un point de vue personnel aussi, mais c'est important évidemment pour autre chose, pour la culture. L'IA offre des opportunités énormes pour faciliter l'écriture, par exemple, pour donc promouvoir l'éducation, pour améliorer le langage. Je parlais d'exemple tout à l'heure où on peut créer des mots, on peut créer des choses avec l'IA générative. C'est une chose qui est très faisable. Le travail que Samia a fait, par exemple, avec l'IA, ça peut aider énormément. Ça peut, disons, raccourcir le temps de développer quelque chose. Ça peut vraiment aider à aller plus vite.
l'IA ne peut pas être entièrement remplacé, enfin le travail personnel ne peut pas être entièrement remplacé, mais ça peut aider, quoi. Donc, alors il y a par contre des challenges, il y a des défis. Il y a, par exemple, le manque de données écrites, c'est très important. Il y a cet article-là que j'ai mentionné. Il dit qu'il y a aussi le fait qu'il y a un défi parce que il y a certains dialectes qui n'ont pas l'écriture qu'il faut. Non, donc, Takaveli, c'est pas mal. On a une écriture comme en caractère latin, et ça c'est important, parce que ça veut dire que c'est facile, plus facile de faire de transcrire les choses et de communiquer. D'accord. Il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles et on peut aussi profiter des efforts par Google, Meta, etc. Donc j'ai regardé cette note de 2013 de András Kornai, qui disait que moins de 5% des langages sont écrits. Alors lui, il avait une vue très négative. Il a dit que la plupart des langages vont disparaître, etc. Et c'était en fait, en particulier, c'était dû au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de choses écrites. Une quote de Mourid Mabri qui disait il faut écrire, il faut vraiment écrire pour pouvoir sauver la langue. Par contre, plus récemment, quelqu'un a répondu donc à ce pessimisme d'Andreas Kornai. Il a dit qu'en fait, il y a des choses qui se passent maintenant. Pour lui, il y a le fait qu'on peut avoir un téléphone portable, on peut communiquer avec ça, on peut créer des outils. Ça, c'est très important. Ça peut changer les données. Il dit qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas sauver ces langages juste avec IA, mais il faut que les gens, en gros, continuent à parler. Et l'IA peut servir, ça peut être un outil pour faire en sorte que les gens parlent facilement. C'est ça l'important. C'est l'aspect secondaire de l'IA, en fait, qui est très important. Bon, je vous laisse dire ça. L'IA peuvent commencer à supporter les documentations, transformations, etc. Donc ça, c'est en fait un peu ce que je disais, c'est que l'IA peut servir comme synergie, pour synergie, il y a un moteur pour aider. Donc, je vais vous parler de deux initiatives. Google a fait un effort énorme pour les langues. En 2022, ils ont lancé ce qu'ils appellent le projet des 1000 langues. Et si vous vous avez tous fait Google Translate, hein, ça vous pouvez traduire d'une langue à une autre parmi un ensemble de 300 et quelques langues maintenant. J'ai regardé récemment, c'est pas peu, hein, c'est beaucoup. Alors ils sont en train de lancer, ils sont en train de continuer dans cette voie. Le problème c'est qu'il y a pas beaucoup de données et il y a des systèmes pour essayer de pallier à ça. Ils appellent ce qu'ils appellent supervised learning pour la première phase. Et donc là, ils décrivent un modèle, je ne vais pas parler des détails, mais quelque chose qui est assez important dont ils parlent beaucoup, c'est qu'ils appellent Unified Speech Model. Et ça, c'est pour reconnaître reconnaissance de voix, d'accord. Et ça va faire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont parler, vous allez les enregistrer, et ce système pourra reconnaître ce qu'ils disent et pouvoir l'écrire à ce moment-là. C'est un modèle qui est très simple, il a 2 milliards de paramètres, mais il consiste de plusieurs étapes et ainsi de suite. Donc je ne vais pas parler trop de détails, mais c'est pour dire qu'il y a des choses qui se font et dont on peut tirer profit. Et un autre, évidemment, Meta, qui est concurrent de Google, a voulu faire exactement la même chose. Ils ont fait ce qu'ils appellent No Language Left Behind, donc c'est le projet de Meta. Par exemple ici, en 2022, ils ont ce qu'ils appellent descendant un peu comme Google, mais Laser 3, donc c'est celui-là, c'est le Language Agnostic Sentence Representation. On peut représenter des phrases qui sont complètement indépendantes du langage. C'est un vecteur. Vous avez une phrase, vous avez un vecteur qui est associé avec. Pas très bien comment ça marche, mais en tout cas, là-dedans, il y a le Kabyle qui est inclus. Hein, d'accord. Et là, en 2023, ils ont annoncé
un projet similaire à celui de Google qui s'appelle le Massively MMS, donc Massively Multi Language Speech, qui parle de 1100 langues. Et on peut avoir des données, on peut avoir des tas de choses comme ça. Donc, en gros, comment on peut faire, par exemple, un LLM. Je ne sais pas si c'est une priorité de faire un LLM en kabyle. La priorité, vraiment, pour moi, c'est de préserver, de faire qu'il y ait plus de documents possibles. Si on a des données qui existent, à ce moment-là, on peut les intégrer dans les choses qui existent maintenant, les données qui existent maintenant, pour pouvoir faire des traductions qui sont plus performantes. Parce que moi, les traductions, des fois, ça va très bien, des fois, c'est juste, je vais en parler dans un moment. Donc on a besoin de données, on a besoin de calcul, et on a besoin il y a aussi tout un domaine de recherche qui s'appelle le Low Resource LLM, donc on n'utilise pas de ressources. Je reviens à la parole de Moulid Mahmoud tout à l'heure. J'ai essayé de traduire ce texte en kabyle. Je suis pas j'ai beaucoup de mots qui me manquent en kabyle. Ça s'appelle d'accord. J'ai essayé de traduire ça. J'ai trouvé des mots difficiles quand même à traduire. Donc j'ai trouvé les sources qu'il y a en ligne. Et j'ai essayé de traduire mot à mot. Bon, comme ça, celui-là, bon, la première partie, j'ai donné à Google Translate la première partie très mal traduite. Deuxième partie, pas trop mal. C'était presque correct. Hein. Donc, alors, quels sont les outils qui existent? Vous avez Google Translate. Si vous faites, c'est moyen parce qu'il y a des fois, il se perd dans les par exemple, on ne sait pas si c'est une personne ou c'est plusieurs personnes, des choses comme ça. Il est pas très très fort à faire des distinctions. Des mots comme ça, c'est difficile à trouver, hein. Comme par exemple référence. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé comme traduction. Voilà. Bon, d'ailleurs, il y a une chose que je dois mentionner, c'est que j'ai écrit cet exposé a été écrit en LaTeX et j'ai eu des difficultés à mettre les caractères. Même avec Unicode, ça ne marche pas très bien là-dedans. Donc, je n'ai pas pu le faire. J'ai utilisé les termes des mathématiques pour pouvoir le faire. Le gamma, ça c'est un gamma de maths, hein, c'est pas le rho de. Bon, achidina. Orwath, Antodro, Amouthine Tjara, أساس جزمنا دوران إزوران يفرعون إزجزاونا الدلسن والقرن تجرون سعي زوران الموت يتراجون هنايا إذن وسع حضرت التليم أم إذن بلا زوران غروث أتوالمي لبدا ذيك اللي نتمسني توسعند ذي ثيم ذي ذول غثيني دوري الساقي يكونوا وياك أكناون ديالي تسلغوث ذم ذيا يخمم الرساس يعرف الجنوع ونسلمت ثموسني نفرساو نتفركا نتسورا إلا قوي يضاد الدنيا بزاف. Alors le truc, j'ai eu des difficultés, ça se lance référence. Islewan, c'est fané, etc. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait comme difficulté? Isla ou Islewan, j'ai trouvé le mot, donc c'était un peu ça, voilà. Mais c'était pas facile, parce qu'il fallait trouver les mots qu'il fallait, etc. Donc, la conclusion est gay. On est au début d'une révolution donc, de l'IA, il faut vraiment en profiter. C'est pas très difficile pour les gens qui sont un petit peu technologiquement avancés d'en profiter. On a des outils énormes, vous pouvez demander à un code à GPT ou de vous produire un code pour faire ça, il le fait, c'est incroyable. La technologie a avancé de manière extraordinaire. Et l'IA est vraiment une évolution technologique, démocratique, vraiment la plus technologique que j'ai jamais vue. Et ça donne donc une opportunité énorme pour avancer la langue kabyle. Et il est vital de saisir cette opportunité pour deux choses au moins, pour améliorer la disponibilité des données et la participation des gens. Les gens commencent à utiliser les outils, les cell phones, les ordinateurs, etc. Bon, il n'y a pas d'ordinateur tellement en Algérie. Les gens, c'est pas aussi disponible, mais il y a des gens, tout le monde a un téléphone, tout le monde, d'accord, un téléphone, smartphone.
Et il faut aussi promouvoir la participation des gens dans les initiatives qui existent, Google, Meta, etc. Ça, c'est intéressant, et ce serait bien de faire en sorte qu'il y ait des gens, par exemple en Algérie, qui s'intéressent à ça et qui disent ah, tiens, profitez de ça, ça existe, on n'a pas besoin de tout réinventer. Les paramètres sont là, on a besoin d'un petit ordinateur, peut-être pas si puissant que ça, mais on peut faire ça. Voilà, merci. Donc on va faire une période de questions si vous avez des questions. S'il vous plaît, استقسيني ولا قاعدين un peu court, il ne faut pas allonger trop. En même temps, la قاعدين يستقسي. استقسي ماشي ولا développer toute une hypothèse dans une thèse, il prend beaucoup de temps. Donc il يستقسي. ما نعيش تلاقاو ندير لكن ما نفضل نهضر استقسي ما نزمرو. سينا كلامك فاستقسي دونك نحبست. ما عديتش مدينا لي كومونجي ولا طوندون. غادي يستقسي ديك ولا دير 3 و 6.